Imaginons un instant un théâtre complètement bondé. Et là, soudainement, quelqu'un se met à crier au feu. La terreur absolue, quoi. Ouais, c'est ça. Si tout le monde panique et se précipite vers la sortie en même temps, le danger le plus mortel vient très souvent de la foule elle-même. Bien sûr, de l'écrasement. Exactement. Et pas nécessairement des flammes, en fait. Mais que se passerait-il si, au milieu de ce chaos total, quelqu'un attendait calmement à la porte de sortie pour racheter les billets de tout le monde à une fraction de leur prix initial? C'est un peu le rêve de tout investisseur à contre-courant. C'est clair. Et sur les marchés financiers, en fait, cette panique, elle a un nom. Et surtout, elle a une signature mathématique. Donc, aujourd'hui, on plonge dans l'anatomie de cette irrationalité. Pour vraiment comprendre comment certains arrivent à mesurer la peur et l'avidité à la virgule près. Voilà. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, en s'appuyant sur les travaux de référence de John F. Suma dans son livre Trading Against the Crowd, c'est de décoder la psychologie des foules. On va voir comment l'émotion humaine peut être quantifiée pour anticiper les retournements de marché. Et pour saisir l'ampleur de cette mécanique, il faut d'abord s'attaquer au dogme central de la finance moderne. Je parle bien sûr de l'hypothèse des marchés efficients. Ah, la fameuse hypothèse qu'on enseigne partout. Exactement. C'est l'idée enseignée comme une vérité absolue dans presque toutes les grandes universités, que les prix affichés sur un écran reflètent instantanément toute l'information publique disponible. Donc en gros, le marché aurait toujours raison, quoi. C'est l'idée, oui. Le prix serait le reflet parfait d'une évaluation rationnelle. Mais tout le travail de Suma sur le trading à contre-courant démontre exactement l'inverse, en fait. L'émotion humaine génère des distorsions colossales. Oui, parce que le marché, c'est pas un super ordinateur infaillible. Bah non. C'est un rassemblement d'êtres humains qui sont sujets à des crises de terreur et des accès de frénésie spéculative. Mais attends, si on suit cette théorie de l'opinion contraire, ça implique que la majorité se trompe systématiquement au pire moment possible. Pourquoi c'est une fatalité, ça? Hein. Parce que sur un marché haussier, par exemple, un bull market, si absolument tout le monde est convaincu que les prix vont continuer à grimper, la logique élémentaire voudrait que ce soit un signal hyper fort de santé économique, non? Alors c'est là que la physique financière prend le pas sur la perception. Le problème, en fait, c'est pas ce que les gens pensent. C'est ce qu'ils ont déjà fait avec leur capital. Comment ça? Bah, si une conviction haussière est unanime, ça signifie concrètement que tous ceux qui avaient l'intention et la capacité d'investir l'ont déjà fait. Le capital est épuisé. Ah ouais, Il n'y a littéralement plus aucune réserve d'acheteurs potentiels pour soutenir la tendance. c'est exactement ça. Et à ce moment précis, le marché y tient plus qu'à un fil. Il devient extrêmement vulnérable à un effondrement massif au tout premier signe de faiblesse. Et j'imagine que la mécanique, elle est tout aussi impitoyable lors d'une panique vendeuse. Absolument. Quand l'angoisse atteint son paroxysme, les derniers vendeurs liquident leur position et une fois ce stade de capitulation pure atteint, la pression à la baisse disparaît totalement. Il se crée un vide absolu, en fait. Voilà, un vide qui fait que les prix rebondissent violemment. Pourtant, on a tous en tête l'image des grands fonds d'investissement algorithmiques, tu sais, les gestionnaires de portefeuille qui brassent des milliards. Les fameux professionnels, ouais. Voilà. Si ces inefficacités purement émotionnelles créent des opportunités aussi gigantesques, pourquoi ces immenses capitaux ne corrigent-ils pas immédiatement ces anomalies? C'est le grand mystère pour beaucoup de gens. Comment une faille comportementale peut persister sur des décennies alors que les marchés sont remplis de prédateurs hyper rationnels? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'intelligence institutionnelle. La réponse, elle réside dans le risque de carrière. Et surtout, le besoin vital de sécurité émotionnelle. Le besoin de suivre le troupeau, quoi. Exactement. Suivre le troupeau, même vers un précipice, ça offre un confort psychologique et professionnel qui est immense. Avoir tort tout seul, c'est s'exposer à un licenciement immédiat ou à la fuite de ses clients. Ah oui, vu sous cet angle. Alors qu'avoir tort avec tout le reste de Wall Street, c'est considéré comme une erreur systémique. C'est pardonnable. La froideur mathématique, elle est très souvent balayée par l'instinct de préservation. C'est fou. Donc, même les gestionnaires de fonds les plus aguerris se laissent happer par ces vagues d'avidité ou de peur. Mais oui, il suffit de regarder les grandes bulles spéculatives. On y voit toujours des analystes renommés qui tordent leur propre modèle d'évaluation, simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, professionnellement parlant, de rester sur la touche pendant que tout le monde s'enrichit. Donc, la rationalité des professionnels, c'est souvent un mythe, ou du moins elle est neutralisée par la pression sociale. C'est tout à fait ça. Mais savoir que la foule se trompe
par émotionnalité. Ça suffit pas pour agir. On peut pas juste deviner le niveau d'anxiété en lisant les gros titres de la presse économique. Il faut pouvoir mesurer cette impulsion de manière froide et indiscutable. Il faut des chiffres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'analyse qu'on étudie aujourd'hui, elle se concentre sur l'outil qui agit comme le véritable sismographe de la spéculation, le marché des options. Oui, et c'est pas un hasard si c'est ce marché-là qui est scruté. Les options, par leur nature même, elles agissent comme des billets de loterie à durée de vie très courte, ce qui en fait un piège irrésistible pour l'impulsivité des investisseurs sous-capitalisés ou inexpérimentés. Ouais, c'est l'effet de levier massif combiné à l'urgence de la date d'expiration. Prenons l'exemple d'IBM, qui est d'ailleurs cité dans l'analyse de Summa. Imaginons un spéculateur attiré par l'action IBM, qui est disons autour de 45 $. Ok, je te suis. Au lieu d'immobiliser un gros capital, genre 4 500 $ pour acheter 100 actions de manière classique, ce spéculateur va se tourner vers une option d'achat, un call, pour seulement 500 $. Une fraction infime du prix, quoi. Exactement. Et si l'action monte à peine, genre de 45 à 50 $, l'option, grâce à l'effet de levier, peut afficher un rendement de 50%, contre seulement 2,5% pour l'action classique. Ah ouais, la différence est énorme. Et j'imagine que le même mécanisme de levier existe pour parier à la baisse, avec les options putes. Tout à fait. C'est cette promesse de gain exponentiel avec un ticket d'entrée dérisoire qui attire inexorablement la foule en quête de profits fulgurants. Et c'est exactement cette soif de rendement rapide qui trahit leurs émotions en temps réel. C'est ce qui rend l'invention de Marty Zweig au début des années 70 si brillante. Le fameux ratio put-call. Voilà. L'idée de base, elle est d'une simplicité enfantine. On prend le volume des paris à la baisse, les puts, et on le divise par le volume des paris à la hausse, les calls. C'est brillant parce que c'est pas un sondage d'opinion où les gens peuvent mentir sur leurs intentions. Exactement. C'est le flux d'argent réel. Un ratio extrêmement bas nous crie en fait que la foule est dans une euphorie aveugle, achetant des calls sans réfléchir. Et à l'inverse, un pic stratosphérique du ratio révèle une panique viscérale. Tout le monde se rue sur les puts pour tenter de se protéger d'un crash imaginaire. Mais là où l'analyse de Soma devient vraiment critique, c'est dans la sélection de la donnée brute. Le marché a énormément évolué depuis 1971. C'est clair. Savoir que le ratio put-call existe, c'est une banalité aujourd'hui. L'enjeu majeur, c'est de s'assurer que l'on écoute bien la bonne foule. Et c'est là que beaucoup de stratégies s'effondrent. Parce qu'il y a plusieurs foules à écouter. En fait, il existe notamment le ratio global, le total put-call ratio, et un ratio beaucoup plus spécifique, le equity only put-call ratio. Se fier au ratio global est une erreur fondamentale si l'on cherche à isoler l'émotion, parce que ce chiffre est lourdement pollué. Pollué par qui exactement? Si c'est le volume total du marché, pourquoi ça ne reflèterait pas l'humeur générale de manière fiable? Parce qu'il inclut les options sur les indices boursiers massifs. Et ces instruments, ce sont le terrain de jeu des institutionnels pour des opérations de couverture, le fameux hedging. Ah, je vois, les pros. Voilà. Un grand gestionnaire de fonds qui détient pour des milliards d'actions va acheter des millions de dollars de puts sur indice, non pas parce qu'il panique ou qu'il pense que le marché va s'effondrer demain. Mais juste pour s'assurer. C'est ça. Simplement comme une assurance rationnelle et calculée pour protéger son portefeuille. C'est un acte de gestion des risques froid et méthodique. Inclure cette assurance dans un indicateur qui est censé mesurer la fièvre irrationnelle, ça revient à mélanger l'activité d'un actuaire avec celle d'un joueur de casino. Ouais, c'est l'eau et l'huile, quoi. On fausse complètement la température si on regarde le ratio total. Complètement. Donc il faut filtrer et se concentrer uniquement sur le ratio equity only qui ne prend en compte que les options sur les actions individuelles d'entreprise. C'est vraiment là que se trouve le vrai champ de bataille de la spéculation désordonnée. C'est le territoire des amateurs. Mais même avec cette donnée purifiée, l'auteur explique que le volume quotidien des transactions est extrêmement chaotique. D'où le recours systématique dans ces modèles quantitatifs à une formule de lissage mathématique assez lourde. L'oscillateur de moyenne mobile exponentielle, le fameux EMA 10-250. Oui, voilà. Ce qui soulève inévitablement une question. Pourquoi s'encombrer d'une telle machinerie mathématique? Si on sait que les données equity only trahissent l'impulsivité, pourquoi ne pas simplement regarder les volumes en fin de journée et réagir aux pics évidents? Qu'est-ce que ça change réellement? Alors, pour comprendre l'utile vital de l'EMA 10-150, il faut imaginer le marché comme une immense pièce remplie de gens qui murmurent constamment d'anxiété.
Ok. Ce murmure de fond, c'est le bruit quotidien du marché. Imagine une mauvaise statistique sur l'inflation qui tombe à 14 heures. Soudain, le volume des puts explose pour la journée. Ouais, ça arrive tout le temps. Mais la question c'est, est-ce le début d'un marché baissier majeur ou juste une réaction épidermique de quelques heures? Regarder les données brutes, ça rendrait fou n'importe quel trader. C'est trop bruyant. Exactement. L'oscillateur EMA 10150, il agit exactement comme un casque à réduction de bruit de haute technologie. En soustrayant une moyenne mobile très longue, calculée sur 250 jours, à une moyenne très réactive sur 10 jours et en analysant le pourcentage de déviation, on annule la tendance structurelle de fond. On efface le murmure anxieux habituel. Voilà. Et ce qui reste sur le graphique, ce sont uniquement les hurlements de véritable terreur, les anomalies extrêmes qui signalent un point de rupture psychologique profond. C'est ce casque à réduction de bruit qui permet de définir des seuils d'alerte objectifs, en fait. On ne réagit plus au sursaut d'humeur d'une journée, on réagit quand le pendule a vraiment frappé le mur. Et c'est précisément ce que révèle l'étude des tests historiques, le fameux backtesting. Ouais, et les chiffres sont tout bonnement hallucinants pour quiconque s'intéresse aux statistiques. Quand la foule cède à la terreur et pousse cet oscillateur au-delà du seuil d'alerte extrême, des 10%, créant un niveau de panique maximal, que se passe-t-il sur les marchés dans les mois qui suivent? Les résultats sont bluffants. Sur une fenêtre de 50 jours de trading, donc la période T plus 50, l'indice de référence bondit en moyenne de 12,03%. C'est énorme. C'est gigantesque. À titre de comparaison, une période aléatoire de même durée ne génère historiquement qu'un petit 0,45%. On parle d'une asymétrie de rendement spectaculaire. Et ça va même plus loin. Sur des fenêtres très courtes, comme à T plus 10, l'observation de Souma montre que, suite à une telle capitulation, la probabilité de hausse des prix atteint parfois le score inimaginable de 100%. 100%. C'est des statistiques qui devraient donner des sueurs froides aux partisans aveugles de l'efficience des marchés. Observer des taux de réussite frôlant la perfection dans certaines configurations, ça prouve l'existence de crevasses temporelles d'irrationalité massive. Absolument. Toutefois, et l'analyse des données est très honnête sur ce point, cet outil se révèle légèrement moins infaillible lorsqu'il s'agit de prédire l'effondrement d'une bulle euphorique. Aux extrêmes d'optimisme excessif, les bullish extremes, l'indicateur fonctionne très bien pour capter un repli rapide, mais il perd de sa force prédictive sur la durée. Ouais, et alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Comment expliquer cette asymétrie? Pourquoi est-il plus facile de parier contre la peur que de parier contre l'avidité? En fait, ça tient au biais structurel de l'économie elle-même. Les marchés boursiers, en dépit de leurs soubresauts, ils ont une propension naturelle à accroître sur le long terme. Ils sont propulsés par l'innovation, la croissance démographique, l'expansion monétaire. Il y a un courant de fond haussier, quoi. C'est ça. Par conséquent, s'opposer à l'euphorie, c'est nager à contre-courant du flux naturel de l'histoire financière. En revanche, s'opposer à une panique irrationnelle, c'est non seulement exploiter l'épuisement psychologique de la foule, mais c'est aussi avoir ce puissant courant de fond économique de son côté pour aider les prix à remonter. L'image qui vient en tête, c'est celle des passagers d'un navire de croisière géant. S'ils sont tous soudainement pris de panique à cause du nombre dans l'eau et courent massivement à bâbord, le navire entier se met à gîter dangereusement, frôlant le chavirage. Très belle image, oui. Et donc investir de manière contraire en période de panique, c'est simplement avoir la froideur d'esprit de marcher calmement vers le pont tribord. On rééquilibre le navire. Et le marché offre une prime faramineuse pour avoir osé faire ce pas de côté au moment où tout le monde hurlait au naufrage. La métaphore est parfaitement ajustée. Et si l'on s'arrêtait ici, la règle semblerait limpide, presque universelle. Pour survivre et prospérer, il suffirait d'identifier la foule spéculative et de faire systématiquement l'inverse. Mais, il y a un mais. Ah, il y a un gros mais. L'exploration méticuleuse de ces flux de données par Souma met en lumière une exception frappante. Il y a caché au cœur de l'écosystème financier un groupe d'opérateurs bien précis qu'il ne faut sous aucun prétexte contredire. Sous peine de se ruiner. C'est ça. Faire l'inverse de ce que fait ce groupe mène tout droit à la ruine. Il s'agit des intervenants sur les options de l'indice OEX. L'indice OEX. Le S&P 100? Exactement. C'est l'anomalie qui bouleverse tout le paradigme. Quand on isole l'activité de ces traders options OEX, on s'aperçoit qu'aux extrêmes de sentiments, ils ne se trompent pas. Ils ont raison. Ils sont le fameux smart money, l'argent véritablement intelligent. Voilà. Les données historiques prouvent que lorsque ces opérateurs manifestent un optimisme démesuré, ce n'est pas de l'euphorie aveugle. Dans les périodes prolongées, les prix grimpent de 8,43% dans la période qui suit.
ce qui écrase complètement la moyenne historique de 2,8%. C'est impressionnant. Et le risque de baisse face à un tel optimisme s'effondre à seulement 13,3%. On est donc face à une gymnastique mentale tactique assez exigeante. La stratégie, elle exige de trader farouchement contre la foule qui s'agite sur les options d'action individuelle, l'equity only, mais de trader avec la foule qui opère sur le X. Et l'explication de cette divergence, elle est fascinante sur le plan de la sociologie des marchés. Pourquoi ce compartiment du marché est-il soudainement devenu l'apanage de la clairvoyance? Bonne question. En fait, c'est le résultat d'une grande migration financière. Aux origines, l'OX, c'était un produit phare qui attirait toutes sortes d'intervenants amateurs comme pros. Mais avec l'explosion du secteur technologique et la création de produits dérivés sur le Nasdaq, les fameux QQQ, on a assisté à un exode massif. Ah, les traders inexpérimentés ont changé de terrain de jeu. Exactement. Les spéculateurs en quête d'adrénaline, attirés par la volatilité spectaculaire des valeurs tech, ils ont déserté l'OX pour se ruer sur ces nouveaux instruments. Et par cet exode, ils ont de fait purifié l'indice OX. Il n'y est resté que les institutionnels, en fait. Oui, les fonds de couverture aguerris, ceux qui traitent pas sur l'impulsion mais sur des modèles quantitatifs lourds. L'OX est devenu la salle des adultes. Mais sachant que cette migration a créé cette poche de pureté, on peut légitimement s'interroger sur la pérennité d'un tel avantage, tu vois. Bien sûr. Dès l'instant où des analyses pointues démontrent que l'OUX est la boussole infaillible du smart money, ne risque-t-on pas de voir le cycle s'inverser? Je veux dire, si de plus en plus d'opérateurs amateurs découvrent ce secret et décident d'affluer vers l'OUX pour imiter aveuglément les professionnels, est-ce que cette masse d'argent émotionnel ne va pas à terme noyer la clairvoyance institutionnelle? C'est l'épée de Damoclès qui pèse sur toute stratégie d'arbitrage comportemental. Le principe même de l'efficience veut qu'une anomalie exploitée massivement finisse par disparaître. Ça se briserait. Voilà. Si le dumb money réinvestit le terrain du smart money, le ratio de l'OUX redeviendra un simple thermomètre de l'irrationalité au lieu d'être un phare prophétique. C'est la raison pour laquelle une compréhension profonde de la provenance des flux de capitaux est requise. C'est pas l'existence d'une équation magique gravée dans le marbre. La leçon intemporelle, c'est que la psychologie de masse, oscillant entre des extrêmes de panique et d'avidité, crée des failles de valorisation qui suivent toujours la même signature émotionnelle. Au final, pour réussir à capter cette prime d'irrationalité, il suffit pas de maîtriser un oscillateur complexe ou de scinder les données entre equity only et OIFX. La compétence la plus rare, elle n'est pas mathématique, elle est psychologique. C'est ça, le courage. C'est la capacité d'encaisser l'angoisse viscérale de l'isolement. Avoir le cran d'acheter quand les chaînes d'information tournent en boucle sur la fin imminente du système financier et posséder la froideur de liquider ses positions quand son entourage se vante de rendements insolents. Il faut pouvoir isoler le signal vital au milieu du vacarme. Ce qui amène d'ailleurs une réflexion vertigineuse quant à l'évolution même de la structure même de nos marchés financiers d'aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. On bascule très rapidement dans une ère dominée par le trading algorithmique à haute fréquence et l'intelligence artificielle. Si une armada d'algorithmes apprend à lire, interpréter et agir sur ces ratios d'émotions humaines en quelques nanosecondes dans le but d'effacer systématiquement ces anomalies pour en tirer profit, l'impact de la peur et de l'avidité humaine finira-t-il par être totalement lissé, voire neutralisé? Ah ouais, c'est une sacrée question. Ou pire encore, si ces entités artificielles commencent à se copier et interpréter les signaux de leur père plutôt que l'économie réelle, verrons-nous émerger des paniques purement synthétiques, des crashs éclairs algorithmiques où des millions de machines courent vers la sortie d'un théâtre en flammes, créant une bousculade infiniment plus rapide et dévastatrice que tout ce qu'un cerveau humain aurait pu concevoir. Waouh. Et la question à $1 million sera de savoir si face à cette hystérie mécanique fulgurante, un être humain armé d'un simple ratio ajusté et de beaucoup de sang-froid osera encore se tenir à la porte de sortie pour racheter les morceaux. C'est une perspective qui laisse de quoi méditer longuement sur la nature de ce que l'on appelle l'efficience. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.